Créé en 1982 à Noirmoutier, Plastipêche a déménagé en 88 à l'Aiguillon-sur-Mer. Au départ spécialiste de la construction de bateaux de pêche, Dominique Mandin a développé une activité de modernisation de bateaux existants. Avec l'appui de ses 17 salariés, il réalise un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros en 2015. Il nous détaille pour le Mageco les étapes de travail. Bonjour Monsieur Mandin. Ça va, bonjour. Merci de nous accueillir donc, dans votre entreprise à Plastipêche. Alors c'est une entreprise qui date pas d'hier, sans vous offenser. Non, oui, c'est vrai qu'après, il ne faut pas penser à son âge quand c'est comme ça. Oui. L'entreprise, je l'ai créée en 1982 dans l'île de Noirmoutier. Oui, à l'origine, l'entreprise donc, était basée à Noirmoutier avec un cœur de métier plutôt sur le secteur ostréicole. Ostréicole, un petit peu méthylicole, les petits bateaux de pêche. Et à un certain moment, on n'a pas eu de petits bateaux à faire, il a fallu que l'on fasse des gros. D'accord. Le marché nous a obligés à nous déplacer parce qu'on était au centre de l'île de Noirmoutier. Et il fallait 12 km pour mettre nos bateaux à l'eau. D'accord. Avec les problèmes de fil électrique, de fil de téléphone. Terminer le bateau sur place parce que, évidemment, on ne pouvait pas l'emmener entier. Donc, Oui, il fallait c'est l'emmener assez par contraignant, morceaux. là. C'était trop contraignant, quoi. Donc, migration de l'entreprise en 1988 Voilà. sur l'Aiguillon-sur-Mer. Aiguillon-sur-Mer. Alors, directement en bord de mer cette Voilà. fois. C'était un peu le hasard parce qu'il nous fallait une place. On voulait quand même rester un peu en Vendée. Ouais. Sur Noirmoutier, il n'y avait pas de place. Saint-Gilles-Croix-de-Vie non plus. Les Sables-d'Olonne non plus. Et ça nous est arrivé de construire un bateau pour le fils du maire de l'Aiguillon à l'époque. Et il nous a dit, chez nous, il y a de la place. Et il nous fallait de l'eau à proximité. Voilà pourquoi on est arrivé à l'Aiguillon-sur-Mer. Bon, donc vous y êtes toujours et donc vous avez une activité de construction de bateaux de pêche avec, de toutes les étapes, de A à Z finalement. Toutes les étapes. On va partir donc des plans de réalisation qui sont faits pour créer vraiment un outil de travail en fonction du métier que l'armateur va exercer. D'accord. Donc le volume de la coque, la largeur de la coque, tout ce qui va à l'intérieur va nous faire créer ce volume que l'on a. Et On n'est que sur des pièces uniques alors. Que des pièces uniques, Ah, oui, unités. D'accord. Aucun identique. Et à partir de les plans que l'on va déterminer, on va réaliser notre coque sur mesure. D'accord. Ensuite, l'aménager avec la partie menuiserie, forge, appareil de travail, mécanique, hydraulique, électricité. Et on finit par le petit coup de peinture. Et on termine par la peinture. Bon, ok. Alors, vous avez une spécialité, c'est-à-dire que vous travaillez, vous, le polyester. Voilà, la base de nos bateaux, c'est du polyester. Parce que d'abord, c'est la base que je connais. Les autres. Puis ça correspond aussi à notre image et à notre clientèle. Dans les petits bateaux, vous n'allez pas retrouver d'acier à la pêche, vous n'allez pas retrouver d'aluminium. C'est plutôt pour des gros bateaux, ces Pour plus gros. Là, oui, l'acier va être, je dirais, au-delà de 15 mètres. Et pourquoi Parce que je pense que c'est un peu plus facile à réaliser. C'est plus rapide, parce qu'en une seule couche, vous allez réaliser votre épaisseur de coque. Oui. Alors que nous, c'est un multicouche, donc on a beaucoup de main-d'œuvre. D'accord, donc une coque, au final, ça fait quelle épaisseur? Alors, au final, dans les fonds, on est généralement dans les 30 mm, les plus petits 20, et dans les hauts, 15 mm. Mais pour comparer avec l'acier, une coque acier va ne faire que 8 mm dans les fonds, pour nous 30. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, donc il y a aussi cette... Voilà, en fonction du matériau, on a des épaisseurs différentes. Bon, donc là, on est dans l'atelier, justement, préparation des coques. Voilà, c'est l'atelier partie stratification. D'accord. Donc, vous avez la partie coupe tissu, et ensuite, donc, les tissus sont mouillés par de la résine synthétique qui nous permet d'obtenir le polyester. Bon, une fois qu'on a fait cette coque, on passe à la partie menuiserie. Menuiserie. Aménagement de l'intérieur du Aménageant. bateau. Donc les compartiments à l'intérieur, parce que c'est le plus important. Les compartiments vont nous donner la rigidité du navire. Oui. En même temps, on doit avoir des compartiments étanches par rapport à la réglementation. Donc on se sert de ces compartiments pour les rendre étanches. Et on va commencer à habiller en même temps la partie protection métallique. Alors, on protège le dessous de notre quille avec une bande d'acier. D'accord. Préparer le gouvernail, préparer les cuves à gasoil. Ça veut dire que vous avez aussi des métiers autour de la métallerie, alors? On est obligé d'avoir une partie qu'on va appeler forge, mais nous, c'est vrai que c'est de la partie tôlerie pour faire des cuves. Oui. On va avoir donc du perçage, du soudage. On va travailler donc l'acier.
l'alu, l'inox, D'accord, donc vous travaillez plusieurs matières finalement, entre le polyester, pour obtenir le notre bateau contreplaqué, terminé, ce qu'on va appeler notre bateau barre en main. Ah oui, Oui, pas laqué, barre en main. barre en main. Ok, très bien. Alors, une fois que cette menuiserie est passée, finalement, vous mettez le bateau à l'eau et là, on passe à la partie finition, c'est ça? La partie finition et aussi donc la partie administrative. C'est-à-dire que notre travail, il doit être reconnu par, selon la taille, Affaires maritimes seul ou Bureau Veritas plus Affaires maritimes. La partie stabilité du bateau qui aura été étudiée au préalable pour être sûr que notre bateau ne tourne pas à l'envers, qu'il ne coule pas, qu'il flotte bien. Ce serait bien, oui. D'accord. On a quand même des poids importants. Les gens, dans leur tête, vont dire un bateau, c'est un peu comme un poids de bateau de plaisance. Ouais. Un bateau, par exemple, de 12 mètres en plaisance va faire aux alentours de 10 tonnes. D'accord. Nous, 12 mètres, on va travailler aux alentours de 30-40 tonnes. Ah oui, ok. Et c'est dû à quoi? C'est dû à son volume et tout le matériel que l'on met dedans pour travailler. C'est la motorisation et puis tous les engins de pêche, en voilà, la quantité de fuel. D'accord. Dans un bateau de 12 mètres, comme vous verrez tout à l'heure, on a déjà 6 000 litres de fuel. Dans un bateau de 15 mètres, on est rendu à 10 000. D'accord. Ouais, on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte de... Ça prend tout le volume de ça la prend coque, en fait. Pas tout. Parce qu'il faut aussi un peu de place pour le poisson. Oui, Il faut un petit peu de place pour dormir. d'accord. Un peu d'eau douce. Ah oui, on peut dormir... Vous avez des espaces pour dormir dans un Les bateau espaces de pêche. vie. Voilà. D'accord, espace de vie. Dans tous les, on a des espaces de vie en fonction de le temps que vous allez passer en mer. Quand vous passez moins de 24 heures, on va appeler ça un poste de repos. Quand vous dépassez les 24 heures, on va appeler ça un poste d'équipage. Et à partir de là, on a des réglementations de surface et de hauteur. Bon, et donc vous parlez de réglementation, finalement c'est un métier qui est extrêmement justement réglementé avec beaucoup de contraintes administratives. Hein, avec On des est très délais, réglementé, je pense qu'on n'est pas les seuls parce que Oui. On en parle des multi-réglementations. Oui. Mais c'est vrai que l'armateur est très réglementé déjà au départ. On ne peut pas construire un bateau de pêche comme vous avez envie de construire une maison. Ok. Bon, alors vous avez donc cette partie construction, mais vous avez aussi une autre activité qui est assez particulière. Vous n'êtes pas nombreux en France à la faire, c'est de la partie modernisation. Alors je veux bien que vous m'emmeniez voir un bateau que vous avez modernisé pour qu'on en parle ensemble. La modernisation, oui, est très importante. On a été obligé de la mettre, je dirais, en application parce qu'on n'avait plus de travail dans le bateau neuf, parce qu'on n'avait plus de remplacement à faire. Donc il a fallu être un petit peu inventif pour pallier à ce manque d'autorisation de faire du neuf. Bon, alors, vous m'amenez voir ce bateau? Je vous emmène voir ce bateau. Très bien. Alors, nous sommes là sur le bateau Jean-Paul II. Jean-Paul II. Que vous avez modernisé, puisque nous Modernisé, évoquions ça. Oui. On l'a modernisé au point de vue confort à la mer et je dirais confort pour l'équipage. C'est des travaux qui, administrativement, pour en revenir tout à l'heure, sont possibles. Donc on a créé un étage sur le bateau pour obtenir des aménagements dans l'entrepont que vous avez à l'intérieur. D'accord. Donc on fait ce qu'on veut finalement sur un bateau. On peut allonger, rajouter en hauteur, élargir. Vous faites. Voilà, on l'a fait. Il y a des bateaux, on a coupé en deux, on les a écartés, on les a rallongés. Ah oui, d'accord. Donc on les a rétrécis pour des raisons administratives aussi. D'accord. Et puis là, donc on a quasiment doublé de volume le bateau. Techniquement, ça doit être assez complexe. Techniquement complexe peut-être vu de l'extérieur. Ensuite, quand on connaît un petit peu son travail, pour moi, je ne vois pas ça compliqué. D'accord. Il faut simplement d'un œil, quand on vous propose l'opération que vous voulez faire, savoir comment vous allez faire. Voilà, ça c'est possible, on peut le faire de telle manière, de telle manière. J'imagine du coup c'est moins coûteux que de racheter, de détruire et reconstruire un bateau. Enfin, c'est moins coûteux. Le marin pêcheur. Oui, c'est moins coûteux au niveau facture travaux. Oui. Par contre, vous avez immobilisé le bateau pendant 6 mois à 12 mois. Donc pendant ce temps-là, la personne ne travaille pas. D'accord. Donc, il faut que les matelots trouvent des remplacements, aillent sur d'autres bateaux. L'armateur, il faut qu'il ait aussi des réserves financières pour vivre. Ah oui, d'accord. Donc bon, une clientèle principalement française. Vous avez des velléités d'aller à l'export ou pas? Alors l'export, on est questionné tous les 15 jours. Non, d'accord. Par l'Afrique, par le Nord-Afrique, par... Donc il y a un marché qui n'attend que vous, là, c'est ça?
Oui, sauf que le prix d'un bateau construit en France vous met votre devis au panier. Donc, par politesse, on répond. Oui. Mais on connaît l'issue, c'est-à-dire que financièrement, ils pourraient construire chez eux, mais acheter en France, on est le pays, je dirais, avec le plus de contraintes dans la construction navale. Donc, automatiquement, on a des Même au niveau contraintes. européen? Même au niveau européen, oui. Okay. Après, c'est des gens qui vont les faire travailler l'Espagne, qui vont les faire travailler la Turquie, parce qu'ils sont bien moins chers, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réglementations. D'accord. Donc vous, finalement, une double contrainte. On est un petit peu piégé par rapport à nos charges et nos réglementations. D'accord. Alors les perspectives d'avenir pour l'entreprise, elles se situent... Elles se situent, je pense qu'on est un peu limité. On ne deviendra jamais une grande entreprise parce que le métier de la pêche, administrativement, il est quand même très serré, oui, à moins figé, qu'on libère quelque chose un jour. Les subventions leur ont été supprimées il y a déjà quelques années. Ils en promettent, mais c'est de la promesse. Aujourd'hui, les jeunes armateurs, on n'en a quasiment plus, entre parenthèses. Parce que financièrement, le banquier leur demande un apport personnel trop important. Combien ça coûte de faire un bateau? Alors, on a des budgets en fonction du métier et du matériel installé, on va dire de 350 000 € sur des bateaux qui vont faire 10 mètres et des ligneurs, des petites installations, à plus d'1 million d'euros. Oui, donc c'est quand même pas neutre comme investissement. Et le banquier aujourd'hui vous demande pratiquement 40% d'investissement. Donc si vous n'avez pas votre vieux bateau, que vous vendez éventuellement à l'étranger hors Europe, pour garder le permis de construire, ou vous le vendez à quelqu'un d'autre qui, lui, va s'en redébarrasser différemment pour libérer le PME, si vous n'avez pas d'apport personnel comme ça, ou si vous n'avez pas vécu un petit peu, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc finalement, cette diversité-là que vous avez mise en place à travers ce métier de la modernisation, finalement, c'est ce qui permet à votre entreprise de perdurer, finalement, de maintenir vos emplois, maintenir nos sur emplois, le territoire. Et d'améliorer aussi à nos clients leur outil de travail, quoi. Donc on peut faire vivre un bateau, ouais. Je pense qu'on peut les faire vivre plus d'1 siècle sans problème. Bon, écoutez, nous ne serons plus là pour les voir, mais Jean-Paul II a donc de belles années devant lui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mandin, c'était très intéressant. À bientôt. Au revoir. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le secteur de la construction navale n'est pas si standardisé. Malgré des contraintes administratives extrêmement fortes, le métier nécessite énormément de technicité et surtout beaucoup de créativité.